On est partis ensemble pour une l'heure du prototypage. C'est proposé donc par Aura Materials. On aura la présentation de l'ICAM par Anne-Sophie Desjours, du CETI par Simon Frémaux et du CTP par Laurent Langlais. Ce sont 3 membres du pôle de compétitivité Aura Materials. On est ravis d'avoir tout le monde aujourd'hui et on va démarrer tout de suite avec Anne-Sophie Desjours de l'ICAM. Anne-Sophie, je te laisse la main. Ça Tu peux marche. remettre la caméra si tu le souhaites et tu peux Très prendre la bien. main de la présentation. Ok, bah écoutez, bonjour à tous. Donc, je vais prendre en effet le contrôle de la présentation. Donc, moi, je vais vous présenter l'ICAM et la plateforme ICAM, donc atelier de prototypage que nous disposons. Alors, voilà, donc ça continue. Donc, rapidement sur l'ICAM, donc c'est une école d'ingénieurs qui a 4 activités sur le site de Lille. Une activité de formation professionnelle où on va du CAP au Bac+2 avec une école de production. On a bien sûr l'école d'enseignement supérieur qui forme nos ingénieurs suivant 3 parcours, le parcours intégré, le parcours apprentissage et le parcours ouvert. Nous avons une activité de recherche composée de 14 enseignants-chercheurs sur les axes de production, stockage et d'énergie, sur tout ce qui est structure et matériaux innovants, et sur la transition sociétale et technologique des entreprises. Et puis, nous avons un service aux entreprises qui accompagne en dernière année nos ingénieurs avec un professionnel de l'ICAM sur des missions d'entreprise. Et dans ce cadre-là, en fait, que l'ICAM a également à sa disposition pour ces 4 activités la plateforme ICAM. Alors, la plateforme ICAM, qui a été inaugurée donc, en avril 2019, elle a été financée partiellement par des fonds européens et régionaux et elle est destinée donc aux PME et aux porteurs de projets. Et on est également en partenariat avec le Tech Shop pour des technologies que l'on ne disposerait pas sur le site. Alors, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui sur la plateforme? Alors, on a différents ateliers. Le premier, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle l'atelier métal. Dans cet atelier, on va retrouver une impression métal, la Markforged Metal X, qui permet donc de faire des pièces en impression métal. On dispose également d'une machine de découpe laser. Alors, on a, nous, le modèle de la Troctex Speedy 400 qui peut découper tout sauf ce qui va être un composé chloré, donc du PVC, du polycarbonate, et on ne peut pas non plus découper du métal avec cette machine. On a également, donc, comme on le voit sur la photo, un équipement de fraisage et de tour à commande numérique. Et on a un petit poste de soudure qui peut venir compléter les activités métal. Donc derrière, vous avez une photo, je vous ai mis une photo donc, de la Markforged et puis également une présentation de la machine de découpe laser. Donc voilà pour ce premier atelier dédié sur le métal. Ensuite, nous disposons donc d'un atelier sur l'atelier, tout ce qui va être orienté plastique. Alors, pour ce faire, on retrouve un peu de traditionnel. On a une petite presse injectée manuelle qui permet de prendre des moules en dimension millimètre de 140 par 80 par 92, qui nous permet de faire des petites pièces en injection, principalement en PLA recyclé ou en polypro. Et puis après, on va retrouver différentes technologies d'impression 3D que l'on peut imprimer donc soit en polycarbonate, en nylon. On va pouvoir aussi imprimer du PLA, de l'ABS et aussi de l'ASA. D'accord. Et puis, on dispose de différentes machines. Donc, l'Ultimaker 3+, qui est un peu la machine classique qu'on retrouve souvent et qui permet de faire des pièces relativement rapides. Après, on retrouve aussi une machine plutôt en résine, en stéréolithographie avec la forme 2. Et puis, on dispose d'une machine beaucoup plus importante, la JCR 1000, qui permet de faire des pièces sur un plateau qui fait 1 mètre par 1 mètre jusqu'à 60 cm de haut. Dans le cadre d'ingénierie ou de réingénierie, on a à notre disposition 3 scanners 3D qui permettent, en fonction de la dimension des pièces, d'avoir des précisions du 10e, voire au 100e pour certains équipements, et qui permettent après de faire du réengineering.
Le tout, on a un petit atelier en termes d'écologie, de recyclage qui permet donc de recycler le plastique qui est utilisé pour pouvoir après le réinjecter et le réutiliser dans nos différents équipements. Donc, je vous ai parlé de l'atelier métal, l'atelier plastique. Et puis, sur la plateforme ICAM, on dispose maintenant, alors là, c'est quelques photos de l'atelier plastique. Donc, dans le fond, vous retrouvez ici donc, la petite presse injectée. Ici, la JCR 1000 plus grande. Et puis là, devant les équipements pour de la résine et de la stéréolithographie. Voilà, en détail ici aussi la machine de grande dimension. Et puis donc le troisième équipement qu'on dispose à l'ICAM également, c'est un atelier d'électronique qui est nouvellement arrivé et qui nous permet de travailler sur des travaux de recherche appliqués pour des industriels ou pour des travaux de recherche plus académiques, où on est en capacité de réaliser une carte électronique du début jusqu'à la fin. Donc, on retrouve un certain nombre d'équipements, technodrill, pick and place, gravure et le four de refusion, ce qui nous permet donc à la fin de sortir une carte électronique. Voilà un petit peu la présentation globale de la plateforme, donc du métal, du plastique et de l'électronique, avec une pièce également où on peut assembler tout ça avec des outils plus mécaniques. Alors, tout ça, quelles sont les offres aujourd'hui que l'ICAM peut proposer aux porteurs de projets ou aux PME? Ils sont au nombre de 4. La première façon de venir utiliser notre plateforme, c'est en toute autonomie. Le besoin, c'est d'être formé aux équipements et après, vous avez la possibilité d'utiliser ces différents équipements. Après, on peut rentrer dans un mode de prestation où là, on va prendre en charge la fabrication d'un de vos objets à partir d'un modèle. Et puis, en fonction de votre problématique, on peut aller sur la prestation plus avancée. On va peut-être faire un peu de re-engineering avec de la modification du modèle. Et grâce au service aux entreprises, on va avoir un accompagnement total grâce à un mémoire scientifique de fin d'études. Alors, si on rentre dans le détail de certains exemples d'applications que l'on a pu mener, on voit qu'aujourd'hui, l'impression 3D par rapport au cycle de vie a beaucoup d'intérêt sur les phases de maquette, les phases d'outillage et les phases de pièces de rechange, avec un petit exemple que je vous montrerai sur la phase production liée à l'épopée et à l'événement du Covid. Alors, si je prends la première étape en termes de prototypage, voilà par exemple une entreprise qui est venue, alors sur la petite photo, on est parti de l'état, la pièce était en 2 parties, très complexe, et puis petit à petit, en phase de re-engineering et de conception, on a redesigné et donc fait en monobloc, monopièce, un nouveau gazebo en impression plastique complète et qui a été utilisé pour l'entreprise qui nous a demandé cette prestation. Dans la phase outillage, je vous ai également mis un exemple d'une pièce qu'on a pu faire en impression métal qui a évité donc un usinage très complexe et qui a pu être fait donc sur un acier relativement dur et résistant et qui a été utilisé dans l'entreprise concernée sur sa phase d'outillage. Sur la phase production, on l'a utilisé également pour une activité de conduite du changement. Ça a été dans le cas d'une problématique de réimplantation de notre atelier garage. On a produit toutes les pièces et tous les composants et ce que l'on pouvait trouver dans le garage. Et puis, avec un travail en commun, ils ont pu travailler à échelle réduite sur la meilleure configuration possible dans le cadre de cette conduite du changement de l'atelier. Et puis, dans le cadre d'une impression 3D on ne comparera jamais une impression 3D avec de l'injection plastique, bien entendu. Mais par exemple, dans le cas du Covid, sur la première étape, on a été en capacité de fabriquer rapidement, grâce aussi à l'accession par open source, de plus de 1000 visières en 45 jours pour répondre aux besoins que l'on a tous connus dans l'été 2020. Dernière application possible de l'impression 3D, c'est sur la phase de pièces de rechange. Par exemple, ici, on a pu,
dans le cadre d'une problématique de maintenance, en fait, redesigner cette pièce-là et qui a pu permettre de transformer plus ou moins un robot en cobo grâce à cette pièce pour venir en fait aider le service de maintenance pour améliorer le fonctionnement de son robot dans son industrie. Voilà, donc en conclusion, entre une fabrication plus traditionnelle et la fabrication additive, je vous propose, il y a 2 slides qui viennent un peu comparer entre une production traditionnelle telle que la photo peut le montrer. On va voir un aspect coût, un aspect délai, un aspect productivité, un aspect poids aussi, et puis répondre aux besoins qui aujourd'hui est nettement amélioré par la fabrication additive. Voilà, par exemple, cette pièce-là, en fabrication additive, va nous permettre de réduire des coûts de l'ordre, en général, de 40 à 90%. On va réduire énormément les délais de fabrication. On va avoir un composant qui est nettement plus léger, qui répond en termes d'ergonomie qui répond nettement mieux à l'ergonomie de l'opérateur qui l'utilise. Donc, on a un aspect positif sur la santé et la sécurité. Et puis, de fait, on trouve un aspect positif sur la productivité. Voilà. Donc, ici, je vous ai fait une synthèse, en fait, des différentes technologies qui sont disponibles à l'ICAM. Voilà. Donc, vous retrouvez la stéréolithographie, vous retrouvez donc du dépôt de fil fondu, vous retrouvez de l'envoi de micro-gouttelettes et puis, bien entendu, de la commande numérique classique. Et on va bientôt se doter d'une impression sur lit poudre grâce au SLS. Voilà. Donc, en conclusion, voilà, si vous voulez plus de détails, on a un timing relativement serré. Donc, j'ai mis mes coordonnées. Donc, moi, je suis Anne-Sophie Desjours et je suis chargée de mission appel à projet sur le site de Lille. Et puis, le responsable de la plateforme ICAM, qui s'appelle Mathieu Fromont et qui n'est pas présent ce matin sur notre site, voilà, que vous pouvez également contacter si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur des questions techniques de la plateforme. Voilà. Hop, super, merci Anne-Sophie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou directement en actionnant votre micro. Moi, j'avais déjà quelques questions à te poser. Tu parlais du SLS qui arriverait bientôt. Bientôt, c'est quel horizon du coup? On espère sur 2020, voilà, sur fin S1, début S2 2022. D'accord, ok. Et alors, je suis une entreprise ou un porteur de projet, j'ai un besoin de prototypage. Comment ça se passe concrètement? Je prends contact avec Mathieu Fromont et le délai entre le premier contact, ce que vous pouvez proposer et la mise en œuvre en moyenne, parce que tout dépend du sujet, j'imagine. Oui, tout dépend du sujet. Le contact peut être très rapide. Donc, effectivement, Mathieu Fromont est sur des besoins de prototypage et la meilleure personne à contacter pour ces prestations-là. La réactivité, elle est dans la semaine pour les réponses pour l'étude de la pièce. Et puis, en fonction des disponibilités de nos équipements, ça peut aller relativement vite. Voilà, on est sur des délais plutôt courts, quoi, quelques semaines. Après, ça dépend de la complexité de la pièce. Il faut refaire une passe de scan, etc. Mais non, c'est rapide. Enfin, le principe de la plateforme, c'est si on rentre sur des délais de 2-3 mois, ça n'a plus d'intérêt. Donc, on va être sur des délais les plus courts possibles. Enfin, tout dépend de la complexité, mais ça peut être quelques jours à 1 ou 2 semaines pour avoir des composants. D'accord. Et qui fait les manips du coup? C'est des gens dédiés chez vous ou par exemple je suis une entreprise et j'aimerais bien, enfin j'ai mon ingénieur R&D et qui voudrait faire un petit peu lui-même, c'est faisable ou alors il peut être présent aux essais, enfin voilà. En fait, alors c'est vrai que je l'ai présenté peut-être un petit peu rapidement, mais le premier niveau, c'est de venir vous former. C'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser, faut être formé et après, vous pouvez venir faire vous-même vos pièces.
Et après, dès qu'on va monter sur la prestation de faire, ben là, c'est quelqu'un de l'ICAM qui est formé et habilité, qui va réaliser les pièces pour vous. D'accord, super. Donc, on se forme, on peut faire les pièces nous-mêmes et on peut faire. Oui. Top. Super. Il y a une question dans le chat de quelqu'un qui demande si vous pouvez faire des pièces à partir d'une pâte à base de bois. En impression? Alors, Ok. est-ce que la personne qui pose la question Ouais, je veux bien. veut décocher son micro pour donner un peu plus de détails? Oui, oui, bonjour. François Goujon, je travaille dans une start-up qui s'appelle Rewood et qui en fait, revalorise le bois. Ouais. Et donc, on a des stocks de poudre de bois issue de la sciure de bois. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen, par exemple, je sais qu'en textile, il y a des objets de déco qui sont faits à base en impression 3D, à base d'une sorte de colle et puis de tissu, vraiment de fibres de tissu. Et je voulais savoir si si vous avez jamais eu des essais là-dessus, sur la même chose, une sorte de colle avec du bois dedans, quoi. Alors, à ma connaissance, non. Non? Mais Ouais, par contre, au sein des équipes recherche, je sais ouais, qu'ils font des études de formulation pour d'accord. pouvoir ou pas intégrer dans certains filaments à base de PLA ou autres d'autres types de matériaux pour voir sur des études de matériaux et de filaments plus biosourcés. Ouais, Donc, ça peut s'étudier. Je ça sais peut qu'on a des s'étudier. travaux, par exemple, D'accord. sur la lignine. Alors, Ouais, on n'est pas dans ouais, le bois, ouais. mais ça se regarde en tout cas. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup. De rien. Du coup, je vous invite à reprendre contact pour poursuivre sur cet échange-là. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On va De rien. passer du coup à la présentation du CETI par Simon. Simon, je te laisse prendre possession de la présentation. Voilà. Merci Et beaucoup. je te laisse la parole. Merci. Alors, hop, j'appuie. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Simon Frémaux, directeur technique au sein du CETI, donc Centre européen des textiles innovants, centre de recherche privé, plutôt recherche appliquée et dans l'accompagnement de l'innovation. Juste un petit détail concernant, voilà, pardon. C'était le transfert. Donc aujourd'hui, notre objectif est de pouvoir accompagner les entreprises dans le cadre de l'éco-conception, les réductions de l'empreinte environnementale, véritablement de travailler sur le santé et le bien-être et de penser aux consommateurs, de véritablement travailler sur la personnalisation et la production à la demande, tout en pensant réindustrialisation, traçabilité, transparence au travers du développement durable qui, pour l'ensemble des entreprises aujourd'hui, est un point important. Aujourd'hui, le CETIS est une équipe véritablement pluridisciplinaire. Nous sommes aujourd'hui 25 personnes, que ce soit, j'ai envie de dire, dans le design matière, dans l'ingénierie textile, dans l'ingénierie des polymères, à accompagner les entreprises au travers de nos plateformes de développement et de prototypage sur la performance matière, sa fonctionnalisation, du travail sur l'économie circulaire et l'éco-conception, tout en pensant sur un gros sujet aujourd'hui qui est le recyclage textile, dans le but de fermer la boucle et de travailler en close loop, boucle fermée. Depuis 2012, date de création de notre structure, près de 18 millions d'euros d'investissement technologique a été réalisé dans, à terme, 7 plateformes pilotes, dont 6 sont au CETI. Et notre produit d'exploitation en 2020 a atteint 3 millions d'euros au travers de projets de consortium à moyen et long terme et de projets privés avec les entreprises.
Nos 7 lignes pilotes sont dédiées à l'extrusion compound, donc directement à la plasturgie, sur la fonctionnalisation des matières et de leur étude en termes de rhéologie et de comportement selon les contraintes que l'on peut exercer, notamment dans les procédés d'extrusion-filage, une plateforme de filage, une plateforme de non-tissé aujourd'hui concentrée sur les non-tissés dites voies fondues à partir de polymères ou de voies sèches à partir de fibres. Deux plateformes de recyclage mécanique par effilochage et thermodynamique par broyage et densification par extrusion. Une plateforme de filature open-end, de tricotage et de tissage à l'échelle pilote. Et une autre plateforme qui est aujourd'hui en cours de construction en Aquitaine sur le tri automatique et le démantèlement des textiles. Je passe rapidement nos chiffres d'affaires, mais juste pour dire aujourd'hui que 2/3 de notre activité est concentrée sur le prototypage et l'accompagnement des entreprises dans le développement de produits. Notre base et notre apprentissage et notre montée en compétences passent également par des projets collaboratifs, donc où on voit aujourd'hui des projets dans l'éco-conception, un projet interreg dans le cadre de fabrication, comment dirais-je, de composites biosourcés dans le milieu marin, dont le CETI intervient sur le prototypage de non-tissés à base de fibres naturelles telles que le lin et de polymères biosourcés tels que le PLA. L'industrie 4.0 pour repenser et digitaliser les processus de fabrication, de collection, donc vraiment basé sur la, comment dirais-je, la personnalisation et sur l'habillement. Donc aujourd'hui, cette plateforme Fastex4U a été transformée en On Demand for Good. Des projets de recyclage européens et français, React sur le recyclage de l'acrylique outdoor, Skirt sur le recyclage du coton et du polyester au travers des différentes plateformes de recyclage que nous avons, et Ribris sur un démonstrateur de mise au point, donc de production de masques sanitaires 100% recyclables et recyclés, qui est issu en fait d'une grosse remise en question au travers des 2 dernières années. Et des projets plutôt dans les smart textiles sur le prototypage de textiles intelligents. Et donc, nous travaillons sur les filaments pour améliorer le confort thermique. Au total, près de 9 millions d'euros ont ainsi été générés au terme de ces projets collaboratifs depuis 2014. Le CETI, c'est pour l'instant 76 clients, des marchés voilà, plutôt basés à près de 42% sur le luxe, la mode et le sport, mais un gros focus également sur, et notamment au travers des non-tissés dans le cadre de la santé et de l'hygiène, et forcément une autre part sur les textiles à usage technique dans le cadre du prototypage. Une concentration au cours de 2020 liée à la pandémie sur des clients français. Aujourd'hui, on arrive à un ratio à peu près 50-50 France et Europe internationale. Au travers de notre échelle TRL et grâce à nos plateformes pilotes, nous avons la possibilité de démarrer, on va dire, à la recherche de faisabilité, donc maximum de l'échelle TRL 2, minimum 3, et de passer dans le cadre de certains développements et de certaines mises sur le marché, notamment sur des pré-séries, à atteindre quasiment le TRL numéro 9. Notre accompagnement dans le cadre de ces projets est avant tout dans un conseil stratégique, forcément dans la notion de recherche et de développement pour associer matière et procédés dans le but d'obtenir véritablement les caractéristiques souhaitées, forcément de travailler sur le prototypage dans le but de faire des preuves de concept. Nous intervenons également dans le cadre de la formation, grâce notamment à des partenaires tels que l'EDANA sur des cours avancés sur les technologies non tissées, et également nous travaillons sur du transfert industriel de plus en plus. C'est pas le tout d'avoir l'idée, c'est pas le tout d'avoir le produit. On accompagne les entreprises à venir le valoriser sur leur propre ligne de fabrication ou dans l'accompagnement, dans les investissements si besoin, et nous intervenons sur la partie technique de ce transfert.
Nos activités permettent de travailler sur la boucle complète du textile, venant de la transformation, la mise au point, et de repenser jusqu'au recyclage au travers de l'ensemble de nos plateformes pour devenir un moteur de l'économie circulaire. Au point de vue sur la conception et la fabrication 4.0 et donc de notre plateforme On Demand for Good, le schéma est assez compliqué. L'objectif étant de travailler sur la relation centrée sur le client, de pouvoir penser au design matière, donc de digitaliser les matières pour pouvoir anticiper le design et la conception de la forme au travers de ça, et de travailler sur le développement du produit, la coupe, la production, et forcément de travailler également sur la confection. Donc une plateforme complète qui accompagne les entreprises, toujours dans le but de personnaliser et de retravailler sur les prix de revient de l'ensemble de ces étapes pour repenser réindustrialisation en France. Nous avons donc cette plateforme de tri et démantèlement qui ne sera pas basée sur le site de Tourcoing, mais qui sera en Aquitaine, en partenariat avec l'école Estia, qui, elle, est spécialisée en robotique, dans le but de réfléchir au démantèlement de textiles complexes. Je pense notamment, par exemple, à un manteau qui va nécessiter à un moment la séparation de l'ensemble des composants, mais également de la chaussure sur lequel s'est basé véritablement l'Estia, et dans le but véritablement de travailler sur ces premières étapes de recyclage avant de passer sur les plateformes du CETI. Nous avons donc du coup l'identification des défauts, le tri par composition et couleur automatisé, donc et c'est la technologie FiberSort de Valvan qui va être intégrée pour pouvoir travailler dessus, et de réfléchir au démantèlement intelligent pour travailler sur l'élimination des points durs d'un textile, donc on pense à un bouton, une fermeture éclair, et de couper intelligemment les textiles en vue d'économiser et d'éviter de mettre à la poubelle une trop grande quantité. De là, ces produits démantelés arrivent au CETI pour être réfléchis et travaillés sur la notion donc de recyclage. Donc depuis 2019, une plateforme de recyclage dite mécanique, d'effilochage, où on s'est concentré dans un premier temps sur le coton, puisque c'était une fibre courte à destination du textile, qui aujourd'hui s'ouvre à d'autres matières, dans le but, en fonction des gisements, d'étudier l'effilochage et la longueur de fibre, et de pouvoir créer des fils partiellement ou totalement recyclés grâce à nos lignes de cardage et lignes de filature open-end. Et notre ligne thermomécanique est arrivée en ce début d'année 2022 pour recycler les textiles thermoplastiques ou les plastiques en général, grâce à cette technologie de densification que nous appelons densification, donc regranulation. Pour vous dire que depuis 2020, au travers de nos différents projets et de micro-séries réalisées en termes de preuves de concept, 20 tonnes de fibres ont été effilochées au travers de notre plateforme de prototypage. Cette notion donc de plateforme thermomécanique travaille donc sur la notion de compaction, d'extrusion et de granulation, dans le but de pouvoir réintégrer ces granulés et de refaire soit des filaments, soit des fibres aux caractéristiques bien distinctes que l'on pense au travers du titre, de la longueur et des caractéristiques mécaniques pour être transformées. On offre en termes de services les preuves de concept à l'échelle industrielle sur la collecte du gisement, en travaillant sur forcément la décontamination, le tri par composition et couleur et son démantèlement. Nous, le travail va être fait sur la coupe et l'effilochage de ces gisements textiles dans le but d'obtenir des fibres, de travailler sur ce procédé de filature pour intégrer la quantité maximum de fibres recyclées à l'intérieur. Et nous avons aujourd'hui nos partenaires industriels qui vont être en mesure de réaliser le tissage ou le tricotage et l'ennoblissement. Et nous pouvons réfléchir grâce à la plateforme On Demand for Good à la coupe, la confection au travers de cette plateforme. Nous
Pardon, il a bloqué. Et donc, au travers de notre plateforme de filage et de compound, nous avons la possibilité de fonctionnaliser les polymères thermoplastiques pour apporter des propriétés autres que les propriétés intrinsèques du polymère. Nous travaillons les composites à base d'oxyde de titane, d'oxyde de silicium, de poudre de carbone. Nous travaillons de plus en plus sur les matières biosourcées et biodégradables dans le but de les formuler ou de les mélanger. Une grosse part également est dans le cadre des textiles de remplacer les lastanes et donc de travailler sur les plastiques thermoplastiques élastomères qui peuvent être fabriqués par fusion et de travailler sur du compound grâce à des fluoropolymères, des retardateurs de flammes, etc. etc. Dans le but, là on est véritablement sur l'industrie de la plasturgie. Nous étudions également l'ensemble de ces matières grâce à la rhéologie, au rhéomètre capillaire, pour valider ou non leurs applications dans le textile, mais également pour voir le comportement de ces matières avec l'ajout de ces additifs. Et ensuite, au travers de centres européens des textiles innovants, nous travaillons véritablement sur le prototypage de filaments fonctionnalisés grâce à nos différentes sections de filières, grâce à l'ajout et à la combinaison de différentes matières entre elles pour pouvoir étudier, travailler et prototyper les fibres d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes ensuite avec cette petite plateforme plutôt de preuve de concept, puisqu'on s'est rendu compte qu'un fil ou un filament n'était pas suffisant. Donc, nous avons décidé d'investir dans deux petites lignes de prototypage à l'échelle laboratoire, d'une petite machine de tissage et d'un tricolab, dans le but véritablement de travailler sur une étoffe et non pas sur un fil. Et dans le but de nos projets, c'est également de travailler également sur la comparaison de la filature open-end avec le continu à filer à l'échelle, on va dire, laboratoire, mais de vérifier l'impact des différentes technologies de filature qui sont aujourd'hui les plus utilisées dans le monde et de voir l'influence du recyclage et des produits recyclés dedans. Bien sûr, ces technologies sont aussi faites pour le développement de produits liés à des fibres innovantes ou à des besoins en petite quantité de matière. Et notre dernière plateforme, donc la plus ancienne finalement, puisque c'est elle qui a été également au démarrage du CETI, donc notre plateforme de non-tissé voie fondue et voie sèche, donc des lignes pilotes industrielles sur lequel donc nous avons décidé et fait le choix d'investir dans des équipements et auprès de constructeurs ayant un certain leadership sur le marché. Mais de travailler avec eux sur une notion de largeur de machine dans le but d'économiser des matières. Donc, véritablement aujourd'hui, non tissé, donc à destination, alors on n'aime pas trop le dire, mais du jetable, mais de plus en plus du durable, de l'utilisation de matières plastiques biosourcées ou de fibres naturelles. Et donc, au travers de ça, nous avons 4 moyens de formation de voile, deux venant de la voie fondue, de l'extrusion filage, donc la technologie dite Spunbond, en français filet lié, notre technologie dite Meltblown, dans le but de fabriquer, et nous avons beaucoup travaillé au cours de ces 2 dernières années sur notamment les médias filtrants dans les masques chirurgicaux et FFP2. Nous avons la technologie de cardage qui va nous permettre en fait d'individualiser et de séparer les fibres, donc qu'elles soient thermoplastiques, synthétiques, artificielles, naturelles ou éventuellement recyclées mécaniquement. Et notre nappage pneumatique, aujourd'hui beaucoup utilisé dans le cadre de développement notamment de mattes de fibres à destination de l'isolation, avec certains partenariats tels que FRD Codem, Fibre Recherche Développement, où aujourd'hui nous prototypons ces mélanges de fibres dans le but de fabriquer des panneaux isolants dans l'industrie de l'isolation thermique dans le bâtiment.
Et avec l'association des moyens de consolidation, donc les plus utilisés, qu'ils soient thermiques ou qu'ils soient mécaniques. En thermique, on parle de calendrage par point, on parle de calendrage lisse, on parle de four à air chaud traversant. Au niveau donc des mécaniques, on va parler de l'aiguittage, les aiguilles à feutrer, ou bien d'hydroliage, du jet d'eau, qui vont nous permettre en fait de combiner les moyens de formation, les moyens de consolidation, dans le but de travailler sur comment dirais-je, des produits existants et juste de comparer les propriétés mécaniques à l'élaboration de nouveaux produits innovants. Au travers de ça, nous mettons à disposition donc nos équipes, une équipe aujourd'hui de 10 ingénieurs et de 6 techniciens qui se mettent à disposition des clients au travers de cahiers des charges définis ou que l'on construit ensemble, suivant en fait l'état d'avancement du projet innovant ou de la demande, pour mettre à disposition ces équipements, ces équipes, pour réaliser les prototypages et les sujets de développement souhaités. Je vous remercie. Ce fut bref, mais je me tiens à votre disposition en cas de demande pour toute question technique ou autre, grâce aux informations que j'ai mises sur cette diapositive. Alors, merci beaucoup, Simon. Effectivement, c'est rapide, mais on a une bonne vision de ce que peut proposer le CETI et de ce que sait faire le CETI. Donc, merci à toi. Il y a quelques questions dans le chat, je vais les relayer. Tout à fait. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez déjà étudié la possibilité de recycler des tissus enduits d'élastomère pour séparer le textile du caoutchouc? Alors aujourd'hui, non. C'est vrai que au travers de ça, nous travaillons encore pour le moment sur des monoproduits, donc des gisements uniques. Nous travaillons, et par exemple dans le cadre du projet React, il s'agit par exemple de tissus acryliques enduits pour l'outdoor, hein, les stores. Il y a eu un traitement chimique pour retirer justement ces traitements avant, dans le but de recycler ces matières. Donc aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore étudié, nous n'avons pas pour l'instant les compétences. Et on doit s'associer avec d'autres structures pour travailler justement sur la séparation de ces deux composants. Okay. Merci. Autre question, quand la plateforme de tri sera-t-elle opérationnelle en Aquitaine? Il est prévu qu'elle soit opérationnelle à la fin de l'année 2022. Donc voilà, les équipements, elle a été créée officiellement le 1er décembre 2021. Donc elle s'appelle le CETIA. Le CETIA, et les appels d'offres ont été lancés, finalisés, avec une livraison des machines et une mise en route des machines pour la fin d'année 2022. Ok, merci bien. Alors moi j'avais encore une dernière petite question. Je suis une entreprise, un porteur de projet. J'ai des questions ou des interrogations ou un projet à soumettre. Je te contacte toi. Ça peut être moi. C'est vrai qu'on est une équipe aujourd'hui d'ingénieurs destinés à ça. Je pourrais largement et facilement relayer aux personnes. Nous avons par exemple Mara qui est un peu plus sur le développement durable. Nous avons Fabienne un peu plus sur la notion de la plateforme On Demand for Good. Nous avons Mathilde plus sur l'aspect, comment dirais-je, polymère. Moi, je suis véritablement sur l'aspect non tissé. Mais nous avons vraiment la possibilité rapidement de transférer, de mettre en contact la personne en lien pour pouvoir prendre en charge la demande. Super. Et dernière petite question, je n'ai pas entendu du tout parler de Lyon. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le CETI et nous sommes basés à Tourcoing, sur le même site que Ramaterials. Nous avons un bureau à Écully, plutôt on va dire bureau commercial, où est notre collègue Mara, pour faire le lien justement avec d'autres. Et nous avons un bureau à Paris également. Où se tient Fabienne. Donc c'est vrai que ce sont nos entités un peu, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais commerciales, mais techniques,
et à Lyon, potentiellement un travail sur une plateforme d'induction, mais c'est pour l'instant à l'étape de projet. Mais voilà, c'est le principal, les développements, etc., reviennent forcément sur la plateforme à Tourcoing. Super, eh ben, c'est bien noté. Merci beaucoup pour ta présentation. Encore une fois, les échanges pourront se poursuivre après cette séance, puisqu'on vous redonnera les mails de tout le monde, les contacts de tout le monde. D'accord, merci Merci à beaucoup. toi. On passe du coup maintenant au CTP, la troisième et dernière présentation. Donc Laurent, je vais te demander de prendre le contrôle de la présentation et je vais te laisser la parole. Oui, bonjour à tous. Hop. Voilà, donc Laurent Langlais du Centre technique du papier. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du prototypage qu'on réalise dans tout le domaine de l'impression et de la transformation. Donc, le CTP, juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, on est un centre technique industriel, c'est-à-dire qu'on a un centre de recherche appliqué, orienté industrie, et qui a pour mission, vocation d'aider de façon scientifique et technologique toute la filière papetière en tout ce qui se concerne l'innovation et le développement. On intervient dans toute la chaîne de vie du papier, c'est-à-dire à partir de la fabrication du papier jusqu'à sa fin de vie, avec les notions de recyclage, désancrage et biodégradabilité. On travaille aussi bien en recherche collective ou collaborative, donc, où on peut fédérer différents partenaires sur un même sujet, que ce soit des partenaires concurrents donc qui se mutualisent pour une thématique bien particulière, ou toute une chaîne de valeur des matières premières jusqu'au produit fini. On travaille aussi en conseil expertise, en prestations privées, on fait également de la formation et on a un service analytique pour tout ce qui est notion de caractérisation physique, chimique et contact alimentaire lié à tout support papier et carton. On est intégré au niveau de l'industrie papetière dans sa globalité, c'est-à-dire on ne travaille pas que avec des papetiers, mais tous les partenaires qui sont liés à l'industrie papetière. Donc, on va travailler avec des gens qui sont en amont, c'est-à-dire les fournisseurs de papier, les fournisseurs de pâtes, mais aussi des utilisateurs comme les imprimeurs, les fabricants d'emballage, les transformateurs, mais également jusqu'à l'utilisation finale des produits avec les donneurs d'ordre. Donc, ça va de la start-up jusqu'aux grands groupes tels que Danone, Nestlé ou L'Oréal. Il y a deux sites au niveau du CTP. Donc, il y a un site qui est basé à Grenoble, où se situe le siège, qui est vraiment axé sur tout ce qui est activité papetière, sur le papier en tant que tel, avec tous les laboratoires d'analyse, notamment certifiés COFRAC. Et dans les Hauts-de-France, en fait, on concentre en fait une plateforme qui concentre les activités d'imprimabilité. Cette plateforme, on l'a appelée ImprimeLab, et elle a été développée et cofinancée en fait avec les fonds FEDER de la région Hauts-de-France. Il a été créé à partir de 2017. Et donc, c'est les activités de cette plateforme que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, on travaille essentiellement sur l'impression et les transformations issues de l'impression. Donc, historiquement, on a travaillé beaucoup sur l'impression graphique, on va dire imprimer de la couleur sur un support, donc que ce soit dans l'emballage ou dans l'édition. Mais de plus en plus, depuis une dizaine d'années, on travaille sur autre chose que déposer de la couleur. On dépose en fait de la fonctionnalité. Et là, deux axes se sont développés depuis plusieurs années. Le premier est l'impression dite fonctionnelle, où on va en fait déposer de la scellabilité, de la barrière, notamment pour tout ce qui est emballage, dans le but de substituer des produits plastiques avec des solutions papier qui sont biosourcées, renouvelables, biodégradables et recyclables. Et un autre axe sur lequel nous, on travaille, c'est l'axe de l'impression électronisée, c'est-à-dire que la couleur, on va la remplacer par une encre résistante, une encre conductrice, une encre électroluminescente, pour pouvoir faire de l'électronique sur du support flexible. Tout ça avec les outils des imprimeurs et des transformateurs.
Et donc là, on donne de la lumière, comme là, vous voyez la petite vidéo, sur l'imprimé. L'imprimé devient interactif et connecté, ou l'imprimé filtre certaines ondes, comme le Wi-Fi. Au niveau de nos champs des compétences, on travaille sur les principaux procédés d'impression industrielle qui existent sur le marché. Donc, on travaille en offset, flexo, Helio et sérigraphie, mais aussi sur les marchés de niche qui sont en pleine expansion, tels que le jet d'encre, la tempographie pour les objets qui sont en 3D ou le transfert thermique. On a aussi des actions liées à la transformation des imprimés, notamment avec du pick and place, le fait de déposer des éléments discrets et fins sur l'imprimé, notamment des composants électroniques, mais aussi on peut faire du laser, de la dorure ou du pelliculage. Alors, en tant que centre technique du papier, historiquement, on travaille sur le papier, mais tout procédé d'impression industrielle, en fait, travaille quel que soit le support. Donc, on a aussi développé nos compétences sur l'impression des plastiques, des textiles et d'autres supports tels que la peau. Sur les champs d'activité, on travaille aussi bien sur le procédé d'impression, donc sur le paramétrage des procédés et des technologies d'impression, sur les supports pour les adapter par rapport aux besoins, sur les encres aussi, pour avoir des encres qui répondent à notre cahier des charges, et aussi sur les produits finaux, c'est-à-dire par exemple avoir une carte qui permet d'interagir avec un smartphone. Au niveau des niveaux de maturité des développements, on travaille du laboratoire, donc avec des quantités de matière très très faibles, on travaille avec quelques grammes et une ou deux feuilles en format A4, jusqu'à l'industriel, c'est-à-dire qu'on va faire nos essais directement chez les imprimeurs. Donc on a l'échelle 1 sur leur presse, avec donc des conditions et des réalités industrielles idéales. Entre les deux, on a développé nos systèmes de pilotes très particulier qui permet de répondre en fait à un besoin intermédiaire entre le labo qui nous permet de tester beaucoup de matières très rapidement mais avec des faibles fiabilités industrielles, et l'industriel où là voilà on consomme énormément de matière mais avec une bonne réalité du terrain. Donc on a essayé de développer tous nos pilotes par rapport aux différents procédés d'impression qui permet d'avoir un intermédiaire où on consomme on dit des quantités de matière relativement raisonnables, quelques centaines de grammes, par exemple pour une encre, ou quelques formats A4 pour le support, et tourner à des vitesses qui sont plutôt intéressantes et proches de l'industriel. Donc, j'ai fait une petite liste des pilotes que l'on a au niveau impression. Le but n'est pas d'aller dans le détail, je vous enverrai vers notre site internet où on a beaucoup plus de détails sur les possibilités de nos outils, mais sachez que voilà, par exemple, on a des outils qui permettent de déposer en flexographie avec des possibilités de tester différents paramétrages, différents types de séchage. On sèche aussi bien en UV, en air chaud ou en infrarouge. On a différentes possibilités de support, d'encre. Donc voilà, c'est ça la grande diversité de nos pilotes, c'est de permettre en fait, de tester en quelques jours en fait des programmes de paramétrage qui nécessitent plusieurs semaines si on est sur des presses industrielles. Au niveau de la sérigraphie, on a un outil qui nous permet d'imprimer des formats A3 avec différentes mailles disponibles sur le marché. Au niveau jet d'encre, on a deux outils. Le premier qui s'appelle AspilJet qui permet de travailler sur le jet d'encre graphique haute vitesse, où on peut en fait, avec une tête industrielle, imprimer et suivre avec une caméra juste après l'impression la dépose et l'étalement de la goutte. Et on a un deuxième outil jet d'encre qui s'appelle JEP, qui est le Jetting Electronic Element Pilot, qui nous permet un peu d'explorer l'impression de nouveaux produits, de faire des premiers prototypages, notamment par exemple on a différents bus, différentes façons d'imprimer le jet d'encre, et on a une tête jet d'encre dite jetable, c'est-à-dire qu'on on peut tester différentes matières avec 20 ml, on peut tester plusieurs matières et bon, si on détériore la tête, c'est pas vraiment un souci. Au niveau de nos pilotes de transformation, je vais surtout en mettre en avant deux sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est notre robot Pick and Place qui nous permet donc de déposer des éléments discrets. Donc nous, on l'utilise surtout pour déposer des LED pour apporter de la lumière à l'imprimé ou des puces pour le rendre connecté. Cet outil nous permet de placer précisément nos outils, nos éléments qui font à peu près de l'ordre de 1 mm.
à un endroit bien précis, de le connecter à un circuit, de le fixer, de le protéger. Et l'autre outil sur lequel qu'on possède, c'est un laser fibré qui nous permet de faire de l'abrasion et de la découpe sur du support papier. Je veux juste préciser que là, tous nos outils en fait ont été vraiment développés spécifiquement pour le CTP avec des bureaux d'études, et on a essayé de concevoir nos outils pour qu'ils soient transportables en industrie. C'est-à-dire que là, vous voyez un peu les formats, en fait, ils sont déplacés, on peut les déplacer en industrie pour vraiment tester en conditions réelles les technologies chez les imprimeurs et les transformateurs. On a aussi la possibilité de formuler des encres. C'est une compétence qu'on a acquise récemment, en fait, notamment dans le domaine de l'impression fonctionnelle et l'impression électronisée, sur lesquels en fait le nombre de fournisseurs est assez limité et on a eu un besoin assez important pour adapter des encres ou formuler de nouvelles encres pour répondre aux besoins. Et donc, on a maintenant la possibilité de formuler une encre, quel que soit le procédé, donc offset, flexo, jet d'encre, sérigraphie et Helio. On va dire, les principaux procédés de fabrication d'encre possible avec le mélange, la dispersion et le broyage. Et en termes de quantité, on peut développer 100 grammes d'encre pour les tester sur nos pilotes dans notre plateforme, mais aussi développer jusqu'à 5 kg d'encre pour faire nos essais directement chez les imprimeurs. Et on a aussi la possibilité d'analyser l'encre en termes de rhéologie, de viscosité et de finesse de broyage. En complément de ces pilotes au niveau de l'imprimabilité et de la transformation, on peut faire la caractérisation d'imprimé, donc en termes de tenue mécanique, en termes de tenue UV ou tenue climatique. On peut proposer aussi des travaux en termes de colorimétrie, donc adapter à faire les besoins en termes de couleur sur le produit, et aussi de pré-presse. Donc, pré-presse, c'est préparer en amont tous les fichiers à imprimer. Donc, il y a certaines caractéristiques assez spécifiques par rapport au pré-presse. On fait de la conception et du montage électronique avant de faire nos essais sur notre robot de pick and place. On fait également de la formation technique et stratégique, notamment sur les notions d'électronique imprimée. Alors, technique, ça peut être très basique. On va former un opérateur sur l'usage d'une nouvelle encre conductrice, donc qui est spécifique en termes d'usage, de nettoyage ou même de stockage, jusqu'au stratégique, c'est-à-dire on accompagne aussi les PDG pour développer de nouveaux portefeuilles produits différents en termes de qualité, mais toujours possible d'être utilisés et imprimés dans leurs outils, dans leur presse d'impression. Dans ce cadre-là, on peut améliorer les compétences techniques des opérateurs, mais aussi améliorer les outils sans un grand investissement auprès de nos clients. Et en complément, on peut aussi faire le transfert industriel, c'est-à-dire aider jusqu'à l'implémentation en imprimerie de nos travaux. Vous avez un exemple dans le TGIF de possibilités de travaux qu'on fait. Donc là, c'est de l'électroluminescence qu'on a pu développer en laboratoire, mais aussi en industrie. Et dans ce cadre de transfert industriel, en fait, on a une proximité avec tout un réseau d'imprimeurs. C'est la raison pour laquelle en fait l'antenne est basée à Douai, parce que dans les Hauts-de-France et aussi le Grand Nord de France, on a une richesse en termes de diversité et en termes de nombre au niveau des imprimeurs. Donc, on a tout un réseau en fait d'imprimeurs sur différentes technologies. Si on veut faire des études d'industrialisation en conditions réelles pour transférer en vue d'une production. Voilà, donc j'en ai terminé avec mes présentations. Je n'ai pas voulu aller trop dans le détail sur les pilotes que l'on a. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site web du CTP où là, en fait, on a une fiche descriptive de tous nos pilotes. Bon, vous allez retrouver les pilotes liés à la papeterie, mais à la fin, vous avez tous les pilotes que je vous ai présentés là, avec vraiment les caractéristiques en termes de dimensionnement, en termes de possibilités techniques. En deuxième information, je voulais vous parler de la journée technique que l'on organise le jeudi 19 mai dans nos locaux, et ça sera aussi l'occasion d'inaugurer nos locaux de la plateforme ImprimeLab. Donc là, on va présenter un petit peu les collaborations qu'on a pu avoir avec nos partenaires et présenter les produits, les objets qu'on a pu développer. Et enfin, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone.
Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Effectivement, cette journée du 19 mai permettra de voir de visu les différents savoir-faire et équipements du CTP sur la partie impression et puis de continuer à échanger sur les autres parties que vous maîtrisez. Donc, ce qu'on note, c'est que vous faites à la fois de la formation, du transfert, du prototypage et qu'il y a possibilité aussi de déplacer vos équipements directement dans l'entreprise. Donc, c'est assez intéressant aussi à noter. Donc, sans technique du papier, on entend papier, mais on est d'accord que vous travaillez sur une diversité de supports. Tout à fait, en fait, parce que les procédés d'impression, en fait, ne se soucient pas en fait, du support. Par exemple, en sérigraphie, vous imprimez en sérigraphie aussi bien du t-shirt que de la bouteille de verre ou de l'affiche. Donc, c'est vrai que nous, on a les compétences en termes d'impression à douer, et donc on travaille de plus en plus sur des supports autres que le papier. D'accord. Et du coup, je suis une entreprise, comme pour les autres, je suis une entreprise, j'ai une problématique d'impression ou d'encre, puisqu'on a bien vu que vous formuliez aussi des encres fonctionnelles, donc des encres qui ont un apport spécifique pour le produit final. Comment on fait? On te contacte toi directement? Oui, sur tout ce qui est impression et imprévisibilité, vous pouvez me contacter directement. Après, suivant le besoin, on voit comment on peut travailler ensemble. Ça va juste de la simple analyse ou une expertise jusqu'à un montage d'un projet beaucoup plus conséquent d'accompagnement d'entreprise, chose qu'on fait assez régulièrement, notamment dans le cadre du projet EPIT où on accompagne une dizaine de partenaires pour aller, du monde graphique vers le monde de l'électronique imprimée. D'accord. Et EPIT, c'est donc un projet qui est financé par le FEDER, encadré par le conseil régional et qui fédère un certain nombre d'entreprises pour s'approprier les technologies de l'impression électronisée qui leur permet d'avoir de la valeur ajoutée, effectivement, de gagner de la valeur ajoutée, effectivement. Dans ta présentation, tu parlais de 2 sites, de Douai et de Grenoble. Il y a des spécificités sur les 2 sites, en sachant que tu es le point de contact et que tu peux relayer les éléments sur chacun des sites. Oui, après, voilà, le site de Douai est vraiment spécialisé sur l'impression et la transformation. Après, s'il y a des questions plus générales sur le papier, après, je transférerai à mes collègues, que ce soit sur la thématique de désancrage, de contact alimentaire, ou même de production de papier. Et on va dire, sur Grenoble, ils sont une petite centaine, en fait, à travailler sur ces sujets-là. À Douai, on est une dizaine. D'accord. Ok. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup à tous les intervenants pour leur présentation. Dans le chat, Anna a mis un lien par rapport à une petite enquête de satisfaction, surtout pour la suite, c'est-à-dire qu'on va en proposer d'autres, des heures du prototypage. Alors pour le prochain qui sera le 7 avril, donc vous pouvez déjà retenir cette date sur le même format, 1 heure, 3 acteurs qui viendront présenter leurs équipements, leur savoir-faire. Pour ceux qui le souhaitent, les présentations pourront être envoyées en fait à la suite de ce webinaire. Et je vous remets là en diapo de fin, si ça veut bien se mettre, les contacts de nos autres 3 intervenants du jour. Donc, Anne-Sophie Desjours, Simon Frémaux et Laurent Langlais. Donc, vous les avez ici, ça s'affiche normalement pour tout le monde. Et retenez cette date du 7 avril 2022, même format, même heure, avec des acteurs qui seront différents.